On va commencer à faire connaissance. Donc, de vive voix, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette première bulle des deux rives, que nous sommes ravis, Hélène, que vous voyez à l'écran, et moi d'animer aujourd'hui avec Christian Charignon, que vous voyez également à l'écran, et plus de 140 participants inscrits, voilà, qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Donc, nous espérons que vous allez bien en ce temps un peu suspendu, qui révèle des quotidiens contrastés et à repenser. C'est bien l'idée de nos bulles. Vous allez nous rejoindre au fur et à mesure et donc on profite de ce temps pour présenter rapidement le concept de ces bulles, ainsi que la scope Les Deux Rives et sa démarche. Donc la scope Les Deux Rives, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, est une société multirégionale, coopérative, comme son nom l'indique, qui est implantée à Lyon, où je suis, à Strasbourg, où réside Hélène, mais aussi à Dijon, Caen et Paris, et qui anime des friches et met en lien les professionnels sur les sujets d'écologie dans le cadre de vie bâti aménagé. Alors, notre façon de fonctionner, nous détournons, nous questionnons, nous expérimentons ce que sont les nouvelles formes d'habiter et de vivre ensemble et les modèles économiques qui sont associés. Faire ensemble et autrement, c'est notre mantra, qui s'exprime sous la forme d'événements de sensibilisation, de formation, de mise en commun de ressources, comme ce moment que nous vous proposons, ou d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage. Alors, l'idée de ces bulles des deux rives, que l'on imagine pétillantes, effervescentes et chaleureuses, c'est de garder le lien entre les acteurs de la communauté des DQE, développement durable et qualité environnementale, de partager de la connaissance et d'interpeller. L'idée, c'est que chacun puisse contribuer au débat et à la révolution de nos pratiques professionnelles et individuelles à l'aune de l'urgence climatique et sociétale qui va transpirer durant toutes ces bulles. Donc, on vous a parlé un peu des DQE, mais certainement que beaucoup d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est. Donc, des DQE, développement durable, qualité environnementale, c'est le nom d'une formation et d'une démarche, donc une formation continue et certifiante, unique au niveau national et qui est portée par la SCOP Les Deux Rives et qui est conçue comme un espace d'échange et de rencontre, pas virtuel, mais plutôt en présentiel pour les professionnels du cadre de vie bâti aménagé, partageant une vision écologique et systémique du projet d'aménagement et de construction et qui promeut une démarche humaine. On vise la résilience de nos écosystèmes et à changer la donne. Donc avec ces rencontres des DQE, nous souhaitons permettre au plus grand nombre de partager les thématiques qui jalonnent cette démarche que porte la SCOP Les Deux Rives à travers ses formations et la communauté d'acteurs qu'elle rassemble, et d'échanger avec nos experts qui animent ces formations et qui nous font le plaisir de contribuer à cette initiative. Donc, quelques mots sur ces bulles des deux rives. Donc, elles vont prendre la forme d'un ou deux rendez-vous webinaires hebdomadaires. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà inscrits aux prochaines dates et on s'en réjouit. On va alterner pendant chaque bulle un sujet réflexif et une application concrète sur la thématique traitée. Et l'ensemble de la programmation, puis les enregistrements vidéo seront disponibles sur le blog Faire Ensemble Autrement. Donc, c'est le site par lequel vous êtes passé lorsque vous êtes inscrit. Quelques mots sur le déroulé technique de cette bulle. Donc, le webinaire va se dérouler en 2 temps, qui correspond à 2 sujets traités par notre intervenant. Chacun de ces sujets va se dérouler en 2 parties de 15-20 minutes chacune. Donc, tout d'abord, la présentation de la thématique par l'intervenant, et ensuite un temps de questions-réponses qui sera animé par Céline et moi sur la base de vos réactions et questions posées dans la section commentée. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser pendant la présentation ou pendant les questions-réponses et vous l'écrivez dans le chat, de préférence de façon synthétique pour le bien-être des animatrices. Et on a configuré cette séance, la vidéo coupée et le micro éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation. Donc, vu qu'on est nombreux, c'était compliqué d'imaginer qu'on puisse tous interagir de vive voix. Donc là, on va passer 1h30 ensemble avec Christian Charignon, qu'on a le plaisir d'accueillir pour cette première bulle. Christian Charignon, qui est architecte, urbaniste, cofondateur et gérant de Techné Architecte, qui est pionnier de l'architecture et de l'aménagement à empreinte écologique soutenable pour réinventer le cadre bâti qui installe l'homme en équité et en équilibre dans sa biosphère.
Il est également auteur de guides référentiels alternatifs en qualité environnementale et en urbanisme durable. Enfin, Christian fait partie des intervenants historiques des formations des DQE dans toute la France. Donc, il y a certains d'entre vous qui le connaissaient déjà. Il accompagne nos professionnels dès le début du parcours de formation des DQE. Donc, pour nous, c'était une évidence de démarrer ensemble cette tribune inspirante et engagée. Christian va donc ouvrir aujourd'hui le bal sur la thématique « Après-demain, la reconversion écologique de nos sociétés s'engagera ». Elle va donner le ton au cycle des bulles sur l'adaptation au changement climatique et le changement de nos modes de faire et de concevoir avec discernement, enthousiasme et dans l'action. Donc, on va laisser à présent la parole à Christian Charignon pour le premier temps de présentation et on se retrouvera pour le temps de questions-réponses. Merci pour cette introduction et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pas un exercice forcément très facile, même si pour ceux qui me connaissent, j'ai à peu près l'habitude effectivement de parler en public, mais là c'est pas du public, c'est un écran et ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas, comme un acteur sur une scène, il n'a pas le retour micro. Et donc, on va essayer quand même de rester dans le vivant, bien qu'effectivement, ce ne soit pas nécessairement très drôle de parler juste devant son écran. Alors, ce que je voudrais, dans le premier temps qui m'est imparti, un quart d'heure, 20 minutes, donc, c'est évoquer cette question centrale de la perception de cette pandémie. Beaucoup sont accablés et peuvent l'être, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, il faut lire cette pandémie comme une aubaine. C'est un moment assez extraordinaire qui se passe et il n'y en a pas tant que ça dans la vie d'un homme. En tout cas, dans la mienne, c'est la première fois que je suis confronté et que je vis une telle crise qu'on appellera peut-être même une guerre pour certains. Et je fais partie de ces générations qui n'a pas eu l'occasion de vivre des guerres. On est là, par contre, maintenant devant quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, géant, hors norme, etc., etc. Et il faut prendre la mesure de cet événement. Mon propos, c'est de nous dire et d'exprimer que notre espèce, comme le dit très bien Morisot le philosophe, a fait sécession. C'est-à-dire, on est une espèce d'un côté, et puis il y en a 10 millions de l'autre qui sont relégués au rang de choses, de ne pas être, de décor, etc. Et à la clé, on a donc cet homme surpuissant, surdominant, et puis autour de lui, de l'environnement, la nature, enfin, appelons-la comme on veut, mais on n'est plus dedans, on n'est pas dedans. Et je pense que cette pandémie est précisément le moment précis de nous réinterroger sur notre position sur cette planète. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça ne passe pas. Voilà, la suivante. Donc, la première idée que je voudrais développer avec vous, c'est que on pensait il y a seulement 1 mois et demi que l'histoire était écrite, qu'on allait directement dans le mur du réchauffement climatique, que on n'y peut plus rien, que si, que n'y a. Voilà. Et puis, comme l'histoire sait bien le faire, elle bifurque d'un seul coup et il y a l'éruption de ce que Edgar Morin appelle l'imprévu et qui arrive comme ça et qui était assez prévisible et prévu d'ailleurs par certains, sauf dans sa nature, mais c'est advenu. Voilà. Et cette rupture, cette bifurcation est un moment de richesse et on va essayer de dire pourquoi. La première chose que nous dit cette pandémie, c'est que nous contactons là notre fragilité, la profonde vulnérabilité humaine. Il n'y a pas de surpuissance, nous y avons cru et nous expérimentons là qu'en fin de compte, nous sommes bel et bien des animaux en premier et donc susceptibles de vivre ce que le monde animal est amené à vivre.
Elle nous dit cette crise aussi est bien mieux que toutes les autres parce qu'elle est expérientielle et universelle. Elle nous dit que nous sommes sortis des limites supportables par l'écosystème Terre. Elle rend lisibles les autres crises qui sont, elles, à bas bruit, lentes, comme le réchauffement climatique, comme l'extinction des espèces. Celle-là, elle est saisissante et elle nous touche dans chacun de nous. Et ça, elle nous dit là que nous sommes effectivement dans des sociétés qui se sont installées incroyablement dans cette démesure, cette surpuissance, dans ce qu'on appelle l'hubris. Et là, effectivement, on contacte quelque chose grâce à cette caractéristique de cette pandémie-là, c'est de nous toucher tous dans notre corporéité. Et puis, elle nous invite évidemment à reconsidérer notre way of life. Nous sommes effectivement insérés dans les vivants et nous croyons, nous humains, en dehors de ça, et on va voir pourquoi. Il y a une deuxième caractéristique à cette crise, c'est qu'elle fait peur, parce qu'elle parle de mort. Elle est violente, elle est terrifiante quelque part. On n'est pas en train de perdre des dollars comme en 2008, on est en train de perdre des vies humaines, beaucoup de vies humaines. Et ça, effectivement, cette peur-là, on le sait en psychologie humaine, quand on contacte une réalité violente, on peut faire des prises de conscience. Je ne dis pas qu'on va faire des prises de conscience, je ne suis pas naïf à ce point, mais on peut faire des prises de conscience et que ces prises de conscience se commuent en résolution d'agir, en résolution d'action. Ça, c'est parce que quand on est malade, ceux qui passent savent que l'homme, à ce moment-là, distingue ce qui est de l'ordre du futile et de ce qui est de l'ordre de l'essentiel, du sens qu'on veut donner à la vie humaine. Et c'est aussi l'avantage du confinement, quand il est évidemment supportable, je ne parle pas dans certaines conditions, mais quand il est supportable, c'est quand même l'occasion de réfléchir à ce que chacun d'entre nous, et là individuellement, personnellement, pour chacun de nous, qu'est-ce qui est vraiment important, hein, en distinguant une fois encore ce futile de l'essentiel et de la distraction pascalienne. Voilà, c'était la première idée, c'est-à-dire donc dire que cette pandémie est une chance et une occasion. Elle est une occasion de quoi? Elle est l'occasion de réduire l'écart entre ce que nous savons, parce qu'il y a très longtemps que nous savons que nous allons dans ce mur, et ce que nous faisons, qui est bien loin de ce qu'il faudrait faire. Donc, entre, bien sûr, la connaissance et les actions pour y remédier. Sortir de ce faux discours, de ce verdissement permanent de nos politiques, etc., de nos politiques, mais aussi de nos politiques publiques, voilà, pour que, enfin, on puisse réduire cet écart parce qu'il y a nécessité de le faire. Si effectivement nous prenons conscience massivement que le modèle de développement dans lequel nous agissons depuis l'Anthropocène, qui est fondé sur un aveuglement total sur les limites planétaires, sur l'obsession du primat de la quantité sur la qualité, sur tout ça, et qu'on se rend compte que ce modèle génère des risques sanitaires, comme on en vient, colossal, et qui est le premier, mais qui est probablement le premier d'une autre chaîne, mais que aussi il génère des contre-productivités énormes, sociales, environnementales, psychiques. Alors, comment permettra-t-on demain de continuer à faire que le soin, l'éducation, l'agriculture, l'habitat, puisque c'est de ça dont nous parlons, soit soumis à un diktat du rendement maximal permanent pour le tirer toujours vers le bas et ne jamais répondre à la situation. Là, il y a quelque chose qui peut se transformer et en tout cas, nous, on peut trouver des arguments dans tout ça. C'est donc le vrai défi, en fait, de cette crise. C'est de faire en sorte que cette crise hors norme, comme je le disais, soit l'occasion d'une transformation individuelle collective qui nous sorte de cette intoxication consumériste invraisemblable, qui nous fait percevoir nos carences en solidarité, qui nous fait reconsidérer les êtres vivants comme non plus des simples ressources, des objets qu'on peut maltraiter, qu'on peut exploiter jusqu'à l'infini, mais vraiment comme des sujets.
et qui nous permettent d'incarner nos savoirs et de transformer nos comportements. Je vous laisserai lire les citations, peu importe, mais en effet, est-il possible pour un architecte encore ou pour les gens pour qui nous travaillons de continuer à faire des logements trop petits, mal orientés, seulement mono-orientés, etc., avec ce que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de faire ça encore aujourd'hui? Là, nous trouvons des arguments pour faire différemment. Je ne veux pas faire trop long, on m'a dit qu'il fallait que je sois bien dans les temps. Alors, la deuxième idée, une fois qu'on a trouvé que cette pandémie était une chance, eh bien, c'est de savoir si ce qui était inconcevable hier, hein, tout le monde, partout dans nos métiers, on nous dit « mais non, c'est pas possible, on n'a pas l'argent, on ne peut pas ». Ah bon? Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, on peut tous ne pas s'arrêter, on peut perdre 3 points de PIB par mois, et puis il y a quand même des centaines de milliers de dollars et d'euros qui tombent sur la table. Il y a un truc qu'il faut m'expliquer, je ne comprends plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il faut regarder du côté de l'histoire et des historiens des guerres et des crises. Ces historiens, ils nous disent qu'il y a, quand il y a des grandes crises, je parle vraiment des choses phénoménales comme nous vivons, ils nous disent qu'il y a un jour d'avant et qu'il y a un jour d'après. On ne fait pas tout à fait pareil avant et après la crise. Et là, ce que nous vivons, effectivement, le choc économique, social, politique, moral est énorme, est tellement énorme que pour notre plus grande joie, il semblerait bien que le monde qu'on a quitté il y a un mois ne sera plus le même. Et ce monde-là, il faut bien voir qu'il est déjà en gestation depuis ce nouveau monde, ou en tout cas l'ancien est contesté. Il est contesté chez nous par l'indignation des plus fragiles. Il est contesté par la jeunesse mondiale aujourd'hui. Il est cernable dans les urnes des européennes chez nous et des municipales qui se sont arrêtées entre-temps, mais où on a vu l'avancée de de l'écologie politique. Donc, il y a bien quelque chose qui peut basculer dans ce moment de l'histoire. Et cette suspension du temps, l'hibernation de l'économie marchande, la présence permanente de la maladie, la mort, le retour des distances, tout ça, ça va changer durablement le monde, j'en suis convaincu. Un historien, Stéphane Audouin-Rousseau, nous parle de nouveaux chocs anthropologiques. Hein, il y a eu celui de la Première Guerre mondiale où l'humanité ne croyait plus au progrès après cette boucherie. Il y a eu celui de la Seconde Guerre mondiale où là, on a pris conscience qu'on pouvait se faire sauter nous-mêmes, hein, de se suicider, de s'auto-détruire les sociétés humaines. Et bien là, il nous dit que ce nouveau choc, c'est le rappel au socle biologique de l'humanité. Le fait que, loin des fadaises de la puissance numérique, de l'intelligence artificielle qui va nous épargner la mort, puisque c'est ça le transhumanisme, hein, eh bien, nous sommes des Homo sapiens qui appartiennent aux vivants et qui sommes condamnés à rester en équilibre avec tout le vivant, puisqu'on sait bien que c'est ce déséquilibre-là qui nous met dans la situation pandémique où on se trouve aujourd'hui. Ça, c'est une grande leçon d'humilité, et si on veut bien faire face à nos dénis, alors oui, ce qui était inconcevable hier va devenir possible demain. C'est une grande et bonne nouvelle de mon point de vue. C'est quoi le demain? On le connaît, le futur émergent, il y a plein d'acteurs qui sont déjà là-dedans, mais ça va s'accélérer, j'en suis convaincu. C'est déjà relocaliser progressivement l'économie, sans aller trop vite, pour éviter les famines, les dépressions économiques. Mais c'est de reproduire l'agricole, l'industrie de base, l'habitat, hein, chez nous, par nous. Voilà. Mais en s'éloignant de cette concurrence que nous avons tellement intégrée en nous, cette compétition mortifère, que chaque jour, on n'en peut plus dans nos métiers. Et on crée des inégalités vertigineuses, comme il n'en a jamais existé. Voilà. En allant donc vers, forcément, des choses qui sont plus collectives, avec des actions collectives, des ressources qu'on appelle des communs, qui sont fondées sur d'autres valeurs. Enfin, la solidarité, la coopération, la coproduction, c'est ce qu'on fait là en ce moment. Bon. En renforçant aussi une multitude d'entrepreneurs locaux, indépendants. Ça veut dire en abandonnant évidemment le choix des grandes multinationales qui ont raflé des pans entiers de l'économie.
et qui nous mettent à genoux et qui nous gouvernent. Et puis en promouvant aussi ce que moi j'appelle l'auto-organisation, c'est-à-dire comment cette manière de reprendre ses affaires en main, qu'il s'agisse de la santé. On n'a pas le temps aujourd'hui d'évoquer ça, mais les naturopathes pourraient vous dire que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait, en tout cas pas seulement comme ça qu'il faudrait traiter la pandémie. L'alimentation, évidemment, la base de la santé, mais aussi son éducation, etc. Relisons Ivan Illich là-dessus. Et bien sûr, de repenser le travail. Enfin, qu'est-ce que ce confinement nous indique en ce moment ? Quelles leçons on peut tirer de ça? Nous fêtons en ce moment le 50e anniversaire du jour de la planète. Et c'est important de voir que ça tombe en ce moment-là. Est-ce que ça ne serait pas une répétition générale assez bienvenue finalement, pour nous alerter sur l'effondrement du modèle sur lequel nous étions tous basés jusque-là. Parce qu'enfin, remettons les choses à leur place, les scientifiques ne se trompent pas beaucoup. Ils nous disent, et c'est corroboré par les faits, que les grands laboratoires de climatologie, ils prévoient 2 degrés en 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, pas à la fin du siècle, ou même en 2050, 2040, et puis 7 degrés en 2100. Alors là, c'est les étés caniculaires partout, plein de villes françaises sous les eaux, les rendements agricoles qui s'effondrent, les émeutes de la faim, l'Amazonie qui devient une savane, l'eau qui vient à manquer de partout, et évidemment, ça va propulser des gens sur les routes de partout, des milliers de réfugiés, des nouveaux virus, et voilà, on en chope un, qui sont souvent d'origine animale. Voilà, on sait ça. On sait que la France dépense son budget carbone en 2 mois, ses ressources naturelles en 6 mois. Et là, la pandémie arrive. Les émissions chinoises baissent de 25% en 1 mois. Celles de l'Europe, même chemin. La pollution de l'air, hop, réduite. À ce point que c'est tellement radical qu'un chercheur de Stanford n'hésite pas à dire que la réduction de la pollution sur la Chine, moi j'étais en Chine il y a 2 ans, au-dessus de Pékin, vous avez un nuage permanent, vous ne voyez jamais le soleil. Eh bien cette réduction a sauvé 20 fois plus de vies qu'elle n'en a tué. Alors cette pandémie, est-ce qu'elle nous montrerait qu'il y a des choses possiblement à faire qu'on n'imaginait même pas? Regardons du côté de la vie sauvage, c'est la même chose. Il y a des dauphins qui reviennent dans les canaux de Venise, il y a des sangliers dans les rues de Rome, des daims à Paris, de toute la faune n'a jamais vu ça depuis peut-être des siècles, qui préservaient des collisions et des prédations humaines. Enfin, on l'a vu, la croissance infinie qui s'arrête, le PIB qui s'écroule, les cours de la bourse, tout s'effondre et on sauve le climat et la biodiversité. Bon, le prix est très cher à payer, beaucoup trop cher, on s'entend bien, mais n'empêche que c'est ça la lecture qu'il faut en avoir. Et si on ne veut pas aller vers ces points de bascule que nous prédisent les scientifiques, qui enclenchent des réactions en chaîne et font qu'il y a un emballement qui devient incontrôlable, si on ne veut pas aller vers l'effondrement que les collapsologues nous décrivent à longueur de livres et de publications, mais sans donner les solutions, il faut ralentir, comme cette pandémie nous invite à le faire. Il y a des milliers de personnes qui expérimentent des alternatives de partout, en perma, en revenu universel, les modes doux, la ville zéro déchet, l'inscription des droits de la nature, le biomimétisme, le réensauvagement des territoires, les nouveaux indicateurs sur le PIB qui prendraient la santé des enfants, par exemple, la démocratie délibérative, les entreprises libérées, j'en sais quelque chose puisque nous tentons ça chez Techné depuis quelques années, etc., etc. Tout ça, c'est connu, c'est en gestation, ça ne peut pas se développer parce qu'il y a une condition. Pour que vraiment ce confinement esquisse ce qu'il faudra engager, il faudrait vraiment que notre démocratie, qui n'en est plus une, entendons-nous bien, les plans d'urgence et les lois d'urgence s'accumulent les unes derrière les autres pour rétrécir chaque fois un peu plus nos libertés. Si vraiment nous allons vers cette démocratie délibérative où les derniers de cordée, ceux qui nous permettent aujourd'hui de faire tourner la machine et de nous sauver, sont entendus,
alors peut-être qu'effectivement ces expériences trouveraient la place à côté des autres. On ne demande pas à prendre tout le lit, mais en tout cas à côté des autres, peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir vraiment une masse critique qui arrive enfin. Et pour ça, bien sûr que je ne doute pas que face à nos peurs de sécurité ou de survie, un grand nombre d'entre nous va accepter, et c'est même sidérant de voir comment les lois passent sans difficulté, sans brocher, de réduire nos libertés. Mais en même temps, on peut se réjouir qu'il y ait une convention citoyenne qui est en cours d'élaboration, travaillée par 150 personnes tirées au sort, encadrées, hein. Un type comme Cyril Dion fait partie de cela, et ils viennent déjà de publier. Et le président s'est engagé, alors tiendra-t-il sa promesse, on l'espère, mais il s'est engagé à ce que cette convention citoyenne, qui a déjà livré pas mal de travaux intéressants sur le climat, donc, puisse aller au Parlement sans filtre, sans repasser par le gouvernement qui détricote tout, et qui aille au vote référendaire. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. On parle même d'autres initiatives de Macron pour l'après. Donc, il y a un nouveau récit guidé par un humanisme régénéré qui pourra nous dire comment on peut vivre autrement avec un peu moins de biens, c'est certain, mais tellement plus de liens. Il faut le promouvoir et nous devons être dans cette communauté, évidemment, à l'avant-garde de ça. Il y a un endroit où c'est coupable en France, c'est le camp des progressistes. Ça, ceux-là, ils sont vraiment terribles parce que les querelles d'ego font qu'on n'arrive pas à retrouver cet élan-là. Et pourtant, la boîte à outils, on la connaît bien, institutionnelle, hein, pour que toutes ces expériences prospèrent et qu'on ait une vraie démocratie délibérative, c'est effectivement la 6e République. Et elle a été portée par un certain nombre de candidats ces dernières années, mais sans qu'elle puisse arriver au bout. Mais n'en doutons pas, les crises qui s'enchaînent, chez nous en particulier, nous montrent qu'elle adviendra. Je voudrais terminer ce propos introductif en laissant Edgar Morin conclure. Edgar Morin, un de mes auteurs préférés, 99 ans cette année, et tellement inspiré, tellement reliant, qui nous dit ça, elle, la pandémie, ça je vais dire, elle devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l'immédiat, le secondaire et le frivole, sur l'essentiel. L'amour et l'amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et la solidarité de nos je dans des nous, le destin de l'humanité dont chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique devrait favoriser le déconfinement des esprits. Alors, bien sûr, il n'est pas naïf, et moi non plus. L'après-épidémie sera une aventure incertaine où se développeront les forces du pire, on les connaît, et celles du meilleur, ces dernières étant encore faibles et dispersées. Sachons enfin que le pire n'est pas sûr, on le voit là, que l'improbable peut advenir, et que dans le titanesque et inextinguible combat entre les ennemis inséparables que sont Eros et Thanatos, il est sain et tonique de prendre le parti d'Eros. Attends-toi à l'inattendu. Voilà pour ce premier temps introductif. J'espère que j'étais dans les clous, mesdames. Parfait. Bon, ça va. Merci beaucoup de nous laisser en compagnie d'Eros, donc Dieu de l'amour et de la puissance créatrice, pour entamer cette série de… Alors, plus que des questions, c'est peut-être des interpellations qu'on a pour l'instant sur la série de commentaires qui nous a été proposée. Donc, Hélène et moi, on va vous rapporter et peut-être engager la conversation sur la base de ces témoignages. Alors, donc, une première citation que nous soumet Samuel Courget,
qui, qui fait allusion à une conclusion à la conclusion par Edgar Morin et Anne-Brigitte Kern de Terre Patrie. Il, entendu l'homme, peut anéantir des virus, mais il est désarmé devant les nouveaux virus qui le narguent, se transforment, se renouvellent. Même en ce qui concerne bactéries et virus, il doit et devra négocier avec la vie et avec la nature. L'homme a transformé la terre, il a domestiqué ses surfaces végétales, il s'est rendu maître de ses animaux, mais il n'est pas le maître du monde, ni même de la terre. Donc, c'est bien dans la lignée, bien sûr, de tes réflexions, Christian. Salut Samuel au passage. Ensuite, une seconde pensée de Laurent Boiteux, qui pense que cette crise ne nous apporte que plus d'arguments pour poursuivre un chemin vers le vertueux et la fraternité, mais que rien ne changera en ce monde que ce monde redémarrera. Quand le 24 avril, on donne 7 milliards à Air France et que le lendemain, le patron Air France parle d'un plan de départ volontaire pour réagir et lutter contre cette crise économique, il avoue ne pas être optimiste pour notre monde. Par contre, comme toi, Christian, je suis ressourcé, enfin, Laurent est ressourcé, enjoué, plus volontaire encore qu'avant, car les preuves de nos craintes sont malheureusement là. Poursuivons nos actions posément. Et pour terminer, une citation de Gandhi, qu'importe la vitesse, ce qui compte, c'est la direction. Une réaction d'un auteur anonyme qui pose des questions. Ne devrions-nous pas sortir de nos emprunts pour parler de ce que l'homme emprunte, comme laisser son empreinte, sans en tirer ni intérêt ni bénéfice? En d'autres termes, et si j'achetais en offrant des bénéfices et non de l'argent comme valeur, pourrais-je acheter en donnant plutôt qu'en négociant? Un petit mot, si vous voulez, moi, pour Laurent, que je salue aussi. C'est un discours récurrent, rien ne changera. Je l'entends tout le temps, je le vis tout le temps. C'est pas une illusion, hein, il a raison, ça existe. Mais il y a une vraie différence dans cette crise-là. Il y a une vraie grande différence dans cette crise-là. Et comme j'ai essayé de le dire, il y a des signes que des choses vont bouger. On a continué un peu d'activité pendant tout ce temps-là et on a pu effectivement constater qu'on a des maîtres d'ouvrage comme toujours. Le confinement, ça va bien, c'est quand qu'on rend, etc. On a bien sûr des maîtres d'ouvrage qui se comportent comme ça. Et puis, vous voyez, on est assez surpris aussi d'être contacté par des maîtres d'ouvrage dont on n'a jamais pu même atteindre leur porte. Des promoteurs privés, des trucs sur la place, là, des gens qui font bosser toujours les mêmes, des grosses agences, qui nous appellent pour participer à des consultations avec des collègues et confrères du type Pérodin, du type Dupont à Paris, etc. Bon, qui ne sont quand même pas réputés pour effectivement faire de la merde, et qui sont dans notre ligne et avec lesquels on partage plein de valeurs. Voilà. Donc, oui, bien sûr, ce gouvernement ne va pas changer du jour au lendemain, et encore que, hein, attendons l'inattendu. Hein. On verra bien si, à force d'enflammer le pays, il n'y a pas des retours de flamme de temps en temps qui s'additionnant, feront changer les choses. Mais il y a aussi, et moi je table là-dessus, sur des prises de conscience individuelles et d'acteurs, qui eux-mêmes vivent ce confinement différemment. Parce que nos donneurs d'ordre, la plupart du temps, ceux qui sont nos interlocuteurs, ils sont aussi écrabouillés par ce machin qui nous broie dans nos humanités. Et ils ont peut-être envie de faire un peu différemment. Je ne vous dis pas que demain matin, on va tout changer. Ça, c'est une illusion que je n'aurai pas. Mais
quel choix on a? Quel choix on a? Juste celui de continuer ce qu'on fait, de l'amplifier et j'ai beaucoup critiqué tout à l'heure le numérique, mais on en parlait tout à l'heure avec Céline et Hélène. On est quelques centaines, là, une centaine cet après-midi. Bon, dans nos formations, on est 20. Donc, il y a bien des choses qui sont en train de se massifier, qui sont en train de diffuser. Et c'est l'espoir qu'on peut avoir que cette crise mette en conscience des gens qui ont envie de se mettre en chemin. Et là, il faut accompagner, il faut massifier, il faut être là. Et on peut espérer qu'il y ait des choses. Et puis, franchement, moi, il ne va pas falloir me redire il n'y a pas de fric, parce que ça, je ne veux plus l'entendre. Et je vais avoir des maîtres d'ouvrage qui vont prendre une paire de baffes avec ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juste l'entendre. Oui, on nous l'a assez fait, quoi. C'est bon. Maintenant, on voit qu'il y en a du fric et qu'il est possible de le mobiliser, cet argent-là. Alors, bon, changeons un peu quand même nos discours à nous aussi. Alors, on a Samuel Courget qui rebondit. La question est pour lui. Bon, on fait quoi maintenant? Comment fait-on? On n'a pas le temps d'attendre et d'être 50% plus 1. Il faut essaimer. Et c'est ce que nous faisons tous plus ou moins. Comment faire ouvertement plus? Comment passer la seconde? Et Céline, tu as ton micro qui est coupé. Et puis, une autre question aussi un peu dans la... Enfin, de Laurent, plus accès bâtiment. Pensez-vous que les programmes de construction et de réhabilitation vont intégrer la qualité de vie pour compenser les temps de confinement, par exemple, avec un petit smiley? D'autres critères en sus des critères actuels? Point d'interrogation. Et peut-être un début de réponse de Christian Zomeno. Sur comment faire ouvertement plus, comment passer la seconde, politiquement amplifié par un réseau archi plus loin conscient, point d'interrogation. Je ne sais pas si tu... Je peux dire un petit mot. Je pense que depuis le début, que vous connaissez, enfin ceux qui me connaissent, vous le savez, je me suis beaucoup engagé dans effectivement VAD par exemple, hein, pour ne pas les citer. On était un des cofondateurs, président longtemps. Et puis, en vous suivant, vous, depuis le début, je suis convaincu qu'effectivement, il faut donner beaucoup maintenant et donner, parce que vu les urgences avec lesquelles on est, on peut plus mégoter. Et on ne peut pas être juste chez soi, dans sa concurrence, etc. On a absolument nécessité d'aller partout. Pour moi, il se pose une vraie question, c'est la question politique. Le jeu était jusque-là tellement verrouillé qu'à mon avis, ça ne valait pas la peine de perdre son temps. Mais il peut se poser une question aujourd'hui là-dessus. On a des exemples de maires, on les a réunis il y a à peu près un an à la Tour d'Oncin avec Hélène et Céline qui sont venus témoigner de ce qu'ils avaient réussi à renverser la table dans tous les domaines, à botter le train dehors aux Aegis et aux autres grands là qui sucent toute la substantifique moelle économique et qui nous vendent après leurs services sans qu'il y ait plus d'emplois dans les territoires. Là se pose une question pour nous acteurs du cadre de vie. Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à aller voir un petit peu de ce côté-là, à nos échelles, là où on est, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est une vraie question parce qu'on ne peut pas toujours aussi jeter la pierre à ce politique sans qu'on ait effectivement quelque part l'envie d'aller y mettre un doigt de pied, et au moins faire l'expérience. Certains l'ont fait. Moi, j'ai un confrère, Thierry Roche, pour ne pas le nommer, qui a été longtemps élu dans sa petite ville du nord de Lyon, hein, et qui a fait bouger des choses extraordinaires, hein, voilà, dans son domaine, dans son échelle. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, engageons-nous. On ne peut pas rester juste dans l'indignation. Ça va bien l'indignation. On la connaît tous, enfin j'en suis un des chantres. Mais bon, derrière, qu'est-ce qu'on fait? En effet, faisons, voilà, faisons.
Faisons là où on est, partout, tout le temps, nous, petits, gros, plus gros, la communauté, nos familles, et puis nos agences, etc. Faisons. Et ne nous laissons pas compter les histoires qu'on veut bien nous raconter sur le financier. De ça, je ne veux plus en entendre parler. Je vais y venir dans l'intervention suivante.